Mes chers amis, merci à Jérôme Chartier pour son parrainage. Merci à tous les élus qui sont présents ici ce soir. Je voudrais d'abord remercier Pierre-Christophe Baguet qui nous accueille pour la seconde fois à Boulogne et qui s'est engagé à mes côtés dans la campagne qu'ensemble nous menons. Je veux saluer le président du Sénat, Gérard Larcher, toujours fidèle à nos rendez-vous et dont le soutien m'honore. J'avais envie de citer tous les élus qui sont présents ici, mais il y en a 40. 40 parlementaires. Je voudrais simplement en distinguer deux. Bruno Retailleau, le président du groupe des Républicains au Sénat. Et Sophie Primas, parce que c'est son anniversaire. Je voudrais, avant de vous parler de la justice sociale, dire un mot sur les chrétiens d'Orient. Pourquoi est-ce qu'une nouvelle fois, je suis allé avec Catherine Deroche, avec Pierre Lelouch, avec Jérôme Chartier, c'est une vieille histoire entre nous, et avec Camille de Rocasser, à Erbil, voir les chrétiens d'Orient pour la seconde fois. Il y a beaucoup de réfugiés au Proche-Orient, il y en a des millions. Pourquoi aller voir seulement les chrétiens d'Orient? Eh bien, pour une raison simple. C'est que si nous, Français, nous n'allons pas les voir, si nous, Français, nous ne les soutenons pas, personne au monde ne soutiendra les chrétiens d'Orient. Voilà la raison de mon engagement. Dans les réfugiés, il y a toutes les communautés. Les sunnites ont leurs protecteurs, les chiites ont leurs protecteurs, les chrétiens d'Orient, personne ne s'en occupe. Et même la France n'en fait pas assez. Il y a 1800 ou 2000 chrétiens d'Orient depuis le début de la crise qui ont reçu l'autorisation de venir en France, par rapport à des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés qui rentrent dans notre territoire. On refuse l'accueil dans notre pays à des hommes et des femmes qui sont menacés dans leur vie et qui partagent les mêmes convictions, les mêmes idéaux que ceux qui sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle nous devons les aider. Nous devons les aider parce que c'est le rôle de la France dans l'histoire de protéger les chrétiens d'Orient. Mais nous devons surtout les aider parce que c'est notre intérêt. Parce que le jour où il n'y aura plus de chrétiens en Orient, le jour où tous les États du Proche-Orient seront des États confessionnels, le jour où il y aura des États chiites, des États sunnites, des États juifs et plus de chrétiens au Proche-Orient, alors nous prendrons le risque des guerres de religion. Nous prendrons le risque dans le monde entier des affrontements entre les communautés religieuses. Voilà pourquoi le combat des chrétiens d'Orient, c'est le combat de la France, c'est notre combat, mais c'est aussi un combat pour la paix, la coexistence pacifique et le dialogue des religions. Mes chers amis, nous continuons de tracer notre route pour faire gagner la révolution du bon sens. François Hollande promettait de réenchanter le rêve français. Moi, je ne fais pas dans les rêves. Je me bats pour une France libre, pour une France solidaire, pour une France qui gagne et pour une France qui ne laisse tomber personne. La République, ce n'est pas le chacun pour soi. La République, c'est la volonté d'être plus forts ensemble. Cette force collective, je la vois se perdre dans les marais de nos difficultés. Le chômage ronge notre pays, la délinquance pourrit la confiance, l'ascenseur social est en panne. Les enfants d'ouvriers deviendront au mieux ouvriers si les usines du coin ne ferment pas. Ceux des cités resteront coincés dans la cité. Les fils d'énarques deviendront énarques. Et les plus audacieux fuiront vers Londres, Shanghai ou Sydney. Dans les années 70, le brassage social était autrement plus réel qu'aujourd'hui. Tout s'est enrayé. Les classes moyennes deviennent classes populaires et les classes populaires frisent le seuil de pauvreté. 3 France se divisent et je voudrais les rassembler autour d'une nouvelle dynamique économique. Il y a la France qui réussit, mais elle est surtaxée. 10% des foyers français paient 70% de l'impôt sur le revenu.
L'autre France se serre la ceinture au dernier cran. Et enfin, la dernière décroche et ne survit qu'aux bons soins des deux autres. Tout cela, c'est la conséquence d'un pays bloqué, d'un pays qui ne crée plus assez de richesses et d'emplois. Depuis les années 80, les courbes se sont croisées, celle déclinante de notre productivité et celle toujours ascendante de nos dépenses sociales. L'embolie était inévitable et si nous respirons encore, c'est parce que nous sommes endettés comme jamais. Ceux qui prétendent qu'on peut s'en sortir sans remise en cause, au rythme des 35 heures, en augmentant encore les impôts, en creusant un peu plus les déficits, sont dans le mensonge. Pire, ils méprisent au fond les Français auxquels ils s'adressent. Mon projet, vous le savez, a un fil rouge. C'est celui de la vérité et de la liberté. La vérité, c'est qu'on ne peut viser le plein emploi, on ne peut avoir la meilleure santé du monde, l'école gratuite, des retraites pour tous, une protection sociale pour chacun, sans réformer radicalement notre système et sans se retrousser les manches. Il faut réagir. Et pour moi, la liberté, qui, je le rappelle, est la première valeur de inscrite au fronton de nos mairies, la liberté est la plus belle et la plus efficace de nos armes pour conquérir le développement économique et social. C'est la plus belle parce qu'elle éveille en l'homme cette part d'audace qui le grandit face à la fatalité. C'est la plus efficace parce que la liberté est une rupture qui repousse les frontières du progrès. Pour M. Martinez et la CGT, rien ne doit changer. Ils sont contre la liberté et ils le prouvent tous les jours. Interdiction de parution des journaux, blocage des raffineries, des trains, des métros. Ce syndicat défend son pouvoir contre le pouvoir des Français de prendre leur vie en main. Deux visions de notre démocratie sociale se font face. Une vision verticale et autoritaire du syndicalisme à laquelle j'oppose, moi, une vision pragmatique et contractuelle largement décentralisée au niveau des entreprises. La CGT y est hostile. Évidemment qu'elle y est hostile, car pour elle, tout ce qui rapproche l'entrepreneur du salarié, tout ce qui rapproche le capital du travail, nuit à sa vision archaïque de la lutte des classes. Le combat que mène la CGT aujourd'hui, c'est celui-là. Que l'extrême gauche, qui a défendu les régimes autoritaires, comme Cuba ou le Venezuela, aujourd'hui en faillite, oui, que ces idéologues nous expliquent ce qui est bon ou non pour la France, a quelque chose d'indécent. Ces gens-là prétendent défendre les travailleurs, mais de quels travailleurs parlent-ils ? De ceux qui ont un statut protégé ? De ceux qui ont déjà un emploi et si possible avec leur carte syndicale dans la poche? Ces gens-là craignent la liberté parce qu'ils ne la contrôlent pas. Mais croyez-moi, les chômeurs n'ont pas peur de la liberté. Ils ont peur du statu quo. Les jeunes des quartiers qui rêvent de réussite n'ont pas peur de la liberté. Non, ils n'ont que de la rage pour ce conservatisme qui les englue. La réussite est-elle un crime? Est-elle antisociale? Non, elle ne l'est pas pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Je veux parler pour les sans grades, pour les sans carnet d'adresse, pour les exclus du système, pour ceux pour qui la liberté est une opportunité de casser le plafond de verre qui brise leur destin. Je veux parler et je veux réformer pour tous ces Français qui en ont assez d'être freinés dans leurs élans. La liberté d'oser, la liberté de travailler, la liberté de pouvoir négocier dans les entreprises, la liberté de pouvoir se prononcer par référendum, la liberté de tirer profit de son travail, la liberté de pouvoir grimper les échelons de la réussite sociale.
Oui, je défends la liberté parce que la liberté, c'est l'étincelle de l'action et parce qu'en chaque être humain, il existe une force créatrice, une fierté qui ne peut s'exprimer que grâce à la liberté. Nous avons trop longtemps oublié qu'avant de dépenser, avant de prévoir des nouvelles aides, il fallait produire, il fallait travailler et il fallait créer des richesses. Le meilleur moyen de lutter contre l'inégalité des chances et de lutter contre la pauvreté, c'est la croissance économique. Et pour cela, il faut des réformes structurelles radicales. Quand je dis cela, François Hollande se pose alors main sur le cœur en défenseur de notre modèle social. Mais de quoi parle-t-il, monsieur Hollande? Il parle des 600 000 chômeurs supplémentaires depuis 2012? Il parle des 14 milliards d'euros de déficit des comptes sociaux? Il parle des 220 milliards d'euros de dette sociale? Il parle des 34% de notre produit intérieur brut consacré aux dépenses sociales, l'un des taux les plus élevés du monde, alors même que nous n'avons pas des performances supérieures à celles de nos voisins? Est-ce que nous avons tellement de raisons d'être satisfaits de nos résultats en matière scolaire? Chaque année, 150 000 jeunes quittent prématurément le collège sans connaissances solides et sans qualification. La fracture culturelle, elle est sous nos yeux. Et elle est explosive. Est-ce que notre politique du logement est si efficace pour offrir à chaque foyer, propriétaire ou locataire, un toit au meilleur coût? Il y a près de 4 millions de Français mal logés dans notre pays, nous dit la Fondation Abbé Pierre. On a rénové nos banlieues, mais on a délaissé nos zones rurales. La fracture territoriale, elle existe. Je me souviens de ces personnes âgées me parlant de leur quartier à Sarcelles, dont la sociologie avait totalement changé sous la pression de l'immigration. Faut-il les paroles déplorables d'une star du football pour mesurer à quel point notre communauté est atteinte par le virus du communautarisme? La fracture nationale n'est pas un fantasme. Jacques Chirac parlait de fracture sociale, mais combien d'autres fractures depuis? Non, monsieur Hollande, notre modèle social n'est plus exemplaire. Et pire que cela, il rejette les exclus dans les trappes de l'assistance. Ce n'est plus un modèle. L'assistance est un droit, mais l'assistanat est un piège. Qu'il y ait parmi nos compatriotes qui relèvent des minima sociaux des fraudeurs ou des tirs au flanc, c'est vrai. Il y en a là comme ailleurs. Ils doivent être repérés et ils doivent être sanctionnés. Mais ne cherchons pas de bouc émissaire parmi les déshérités de notre société. J'ai été longtemps maire. Et dans ces fonctions, j'ai rencontré des êtres en dérive. Il suffit parfois d'une semaine dans la rue pour chuter très bas, en soi et très loin des autres. Ce n'est pas en stigmatisant les plus pauvres d'entre nous que nous deviendrons plus riches. Et ce n'est pas en stigmatisant les riches que nous serons moins pauvres. Alors cessons de nous suspecter et cessons de nous diviser. Je me souviens de Philippe Séguin déclarant que la solidarité consiste à rendre à chacun son autonomie, sa dignité et sa responsabilité. L'égalité des chances n'est pas l'égalitarisme. L'égalité des chances n'est pas le nivellement par le bas. Non, l'égalité des chances, c'est garantir à chacun qu'il pourra progresser par ses études, par son travail, par ses initiatives. Il y a un nouveau maire à Londres. Il est fils d'un chauffeur de bus d'origine pakistanaise. J'ai aimé ce qu'il a dit sur son parcours. La promesse de Londres, je le cite, a toujours été, quelles que soient tes origines, si tu travailles dur, tu trouveras une main pour t'aider et tu pourras tout réussir. Eh bien, mes amis, je veux lutter contre les inégalités
Et la première des inégalités dans notre pays, c'est l'accès à l'emploi. L'emploi d'abord. L'emploi à tout prix, le plein emploi, c'est à l'aune de cette exigence que mon projet a été bâti. Je mettrai le paquet sur la baisse des charges qui pèsent sur le travail. Je favoriserai les investisseurs parce que je préfère les voir enrichir la France plutôt que l'étranger. Je doublerai les seuils sociaux qui bloquent les embauches. Je développerai le statut des auto-entrepreneurs. Je sortirai des 35 heures et je recentrerai le Code du travail sur ses principes essentiels. Parce que c'est par cette libération du travail que nous ferons reculer le chômage et ce qui va avec, c'est-à-dire l'exclusion, la pauvreté et la violence. Cette libération du travail, je l'accompagnerai d'un vrai soutien au pouvoir d'achat des classes moyennes, avec la fin de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, avec la revalorisation du quotient familial, avec la suppression de la dernière cotisation salariale assurance maladie. Je veux ainsi redonner 10 milliards de pouvoir d'achat supplémentaires aux classes moyennes. C'est une juste compensation après le matraquage des années Hollande. Mais c'est surtout nécessaire pour que les Français qui prennent leur part de l'effort de redressement national soient immédiatement associés à ces résultats. Bien des destins s'inscrivent à l'école de la République. Mais est-ce que cette école de la République est vraiment fidèle à sa vocation ? 2 millions de jeunes ne sont ni à l'école, ni en formation, ni dans un emploi. C'est un scandale. C'est une bombe à retardement. C'est une tache sur le visage de la République. Notre système éducatif est trop uniforme, trop généraliste. Pas de souci pour les enfants doués ou aidés, mais pour les autres, c'est le décrochage assuré. Il faut concentrer l'effort éducatif sur la maîtrise des savoirs fondamentaux. L'épreuve du brevet doit être sérieuse afin de détecter et de corriger les parcours des enfants en échec. Il faut que les enseignants ne quittent pas leur établissement une fois leurs cours donnés, mais qu'ils assurent un suivi personnalisé des élèves en échec et qu'ils soient rémunérés pour cela. Il faut être inflexible sur la sécurité et sur le civisme. Et s'il faut des symboles pour respecter l'école de la République, eh bien rétablissons l'uniforme scolaire afin de rappeler que l'école n'est pas la rue, mais que chacun est l'égal de l'autre. Je réclame plus d'autonomie pour nos établissements scolaires, pour adapter leur gestion et leur pédagogie aux réalités du terrain et des élèves. La course au baccalauréat ne doit pas écraser toutes les autres filières, toutes les autres façons de réussir dans la vie. Nous devons faire de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage une filière d'excellence et redéployer les fonds destinés aux emplois aidés vers l'alternance. Voilà une belle démonstration de la politique de lutte contre l'injustice sociale que je veux conduire. Les milliards consacrés à stocker des jeunes dans des emplois sans avenir, il faut les utiliser pour permettre à ces jeunes d'apprendre leur métier et de réussir dans la vie tout en faisant croître l'économie nationale. À l'image du dispositif mis en place en Île-de-France par Valérie Pécresse, je veux que les entreprises, les associations et les collectivités recevant des subventions publiques prennent l'engagement d'accueillir des stagiaires en formation ou en parcours d'insertion. Quel est, mes amis, le premier cercle de la solidarité ? C'est la famille. Depuis 1945, notre politique familiale a été efficace et elle a été utile à tous.
Au bonheur d'avoir des enfants s'est ajouté pour notre nation l'atout d'une natalité forte. La gauche n'a jamais vraiment aimé cette politique. Et elle n'a eu de cesse, au fond, que de faire entrer l'État dans les foyers. Le sociétal l'intéresse beaucoup plus que le social. Et la fiscalité des familles l'intéresse beaucoup plus que la valeur famille elle-même. Comme je l'ai dit, je rétablirai l'universalité des allocations familiales que ce gouvernement a rabotées. L'universalité est le fondement d'une politique familiale pour tous. J'augmenterai le plafond du quotient familial et je développerai et je diversifierai les modes de garde des enfants. J'entends répondre à l'angoisse des classes moyennes, qui sont la colonne vertébrale de la France. Et j'entends faire de la famille l'un des socles de notre solidarité. Combien de ces familles m'ont confié leurs difficultés de se loger? Notre système est vicié. On ne construit pas assez, on construit trop cher et on subventionne le tout, ce qui surenchérit les coûts. Il faut refonder notre politique du logement. Il faut alléger les normes pour accélérer les procédures de construction. Et pour la location dans le parc privé, j'ai proposé l'instauration d'un bail homologué saisi en ligne qui accorderait des avantages fiscaux supplémentaires aux propriétaires, proportionnels à la faiblesse des loyers pratiqués, allant jusqu'à une exonération de taxes foncières sur 15 ans. Au cœur de notre protection sociale, il y a notre système de santé qu'il faut continuer à moderniser pour garantir des soins de qualité pour tous et sur tout le territoire. Et puis il y a la question des retraites, qui évolue en fonction de nos avancées démographiques. En 30 ans, on a gagné 10 ans d'espérance de vie supplémentaire. Et dans 15 ans, nous aurons sans doute encore gagné 2 à 3 années supplémentaires. Je veux assurer aux Français des retraites dignes de leurs efforts. On préfère au Parti socialiste ne pas changer l'âge de la retraite, ne pas tenir compte de notre vieillissement, et on préfère diminuer en catimini le pouvoir d'achat des retraités. Je veux au contraire garantir le maintien du pouvoir d'achat des retraites, et c'est le passage à 65 ans qui le permettra. Plus d'1 million de personnes âgées sont dépendantes. Et ce chiffre ne peut que croître avec les progrès de la médecine et l'allongement de la durée de la vie. Face au risque de perte d'autonomie, je veux encourager par des incitations fiscales la souscription à une assurance permettant de couvrir ce risque en complément des mécanismes de solidarité nationale qui seront renforcés. Il n'y a pas de justice sociale sans équité. L'équité, je l'imposerai par l'alignement des régimes de retraite du privé et du public. La retraite des fonctionnaires devra être calculée sur les 25 meilleures années de leur carrière, comme c'est le cas pour tous les salariés. En contrepartie, leurs primes devront être intégrées à la pension de retraite. En outre, je supprimerai les régimes spéciaux pour les faire basculer vers le régime général de retraite. Et à ceux qui pensent qu'il n'est pas possible de réaliser une telle réforme dans notre pays, je leur dis que je n'hésiterai pas à poser directement la question aux Français à travers un référendum pour inscrire dans la Constitution l'égalité des régimes sociaux.
L'équité, je veux la voir progresser pour nos concitoyens en situation de handicap. Pas d'indifférence pour ceux d'entre nous qui sont différents. Il faut, dans nos écoles, favoriser l'accueil des élèves qui ont un handicap. Et pour cela, nous devons professionnaliser la formation des auxiliaires de vie. Il faut aussi soutenir les aidants familiaux, dont le rôle n'est pas assez reconnu. Enfin, l'allocation adulte handicapé que mon gouvernement avait augmentée de 25% doit continuer à croître pour assurer aux handicapés des conditions de vie décentes. L'équité, je veux aussi la voir mieux respectée au sein de nos entreprises, dont les bénéfices doivent être raisonnablement partagés. Je crois à la participation. Je veux renforcer les incitations fiscales et sociales aux mécanismes d'intéressement et faire en sorte que tous les salariés bénéficient d'une partie des profits dont ils sont à l'origine. La participation, c'est promouvoir une véritable association à la gestion de l'entreprise. Et c'est aussi veiller à ce que les dirigeants d'entreprise aient des comportements qui suscitent la confiance et le respect. Oui, l'Assemblée générale des actionnaires doit pouvoir contrôler la rémunération des dirigeants d'entreprise. L'équité, mes amis, commande enfin que les revenus du travail soient toujours supérieurs à ceux de l'assistance. Dans notre pays, il y a presque autant de prestations sociales que de départements. À force d'ajouts, de rafistolage, les aides ont atteint un niveau de complexité inouï. Ni les bénéficiaires, ni les administrations ne s'y retrouvent dans les conditions de versement, de revenus, de cumul. Pour les services sociaux, impossible d'expliquer en moins de 100 pages les règles d'attribution. Et pour les bénéficiaires, difficile de savoir ce qui leur restera s'ils reprennent un emploi. Sans compter que cette complexité est un nid propice à la fraude. Il est souvent plus intéressant de cumuler des aides sociales que de travailler. Et cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas juste pour tous les Français qui travaillent et qui sont à la tâche. Je veux donc mettre en place une allocation sociale unique pour mettre fin au maquis actuel. C'est un changement complet, c'est la révolution du bon sens. Je regrouperai le revenu de solidarité active, l'allocation de solidarité spécifique, la nouvelle prime d'activité et les allocations logement en une seule prestation. Cette allocation sera personnalisée pour être plus juste et plus efficace et son montant maximal sera strictement plafonné afin qu'il ne dépasse jamais les revenus du travail. Cette allocation sociale unique sera un instrument efficace de lutte contre la pauvreté. Elle sera simple à attribuer, simple à calculer, simple à évaluer. Elle sera centralisée dans un même organisme qui connaîtra la situation de chaque foyer fiscal. Mes amis, la guerre contre la pauvreté ne doit pas fléchir en France. Je veux que la solidarité de la nation à l'égard des plus faibles et des plus fragiles soit affirmée à travers un acte fondateur, à travers un acte fort qui sera posé au début du nouveau quinquennat. Je demanderai au Parlement d'adopter un plan d'action pluriannuel de lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion, c'est-à-dire un texte législatif qui sera la charte de l'engagement de toute la nation sur les différents fronts de la pauvreté en France. Ce plan conduira à remettre à plat les principaux volets de la politique de solidarité nationale dans le but de les recentrer autour de grands objectifs, la simplicité, l'efficacité et l'individualisation des politiques d'intervention sociale.
C'est le paradoxe de notre fameux modèle social tellement défendu par François Hollande. Plus on dépense d'argent en matière d'action sociale, et plus il y a d'exclus, plus il y a de gens dans la rue, plus il y a de pauvres dans notre pays. Cet accompagnement individualisé, j'y tiens, parce qu'il symbolise à mes yeux ce que doit être une société qui s'efforce de ne pas considérer les personnes à travers des dossiers ou à travers des numéros. Chaque personne a un visage. Chaque personne a un itinéraire de vie. Chaque personne a un contrat avec des droits, mais aussi avec des devoirs. Devoir de suivre un parcours de resocialisation. Devoir de se former pour rebondir. Devoir d'assumer une tâche d'intérêt général si celle-ci lui est proposée. Ce projet d'action pluriannuel devra se pencher sur la chaîne de l'intervention sociale en France. Il va falloir repenser les circuits publics, rassembler et coordonner tous les réseaux d'intervenants étatiques et privés, mieux partager les dossiers entre les professionnels, valoriser et promouvoir tous les métiers du social. C'est un chantier immense et c'est un chantier qui est à l'échelle de tout un quinquennat. Et je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer publiquement aujourd'hui sur la justice sociale pour saluer ici les milliers de professionnels, fonctionnaires nationaux et territoriaux, de travailleurs, d'intervenants sociaux qui, dans les villes comme en milieu rural, accomplissent chaque jour la tâche de coudre et de recoudre le tissu social de notre pays. Je veux rendre hommage à l'immense armée des associations caritatives et sociales, sans l'action desquelles la France serait encore plus déchirée qu'elle ne l'est. L'État ne peut pas être partout. Et je vois dans l'engagement de ces Français généreux et bénévoles, toujours dévoués aux autres, l'âme d'un pays humaniste. Nos concitoyens ont du cœur, et beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à répondre aux appels de la souffrance quand on les sollicite. Ces associations craignent que la suppression de l'impôt sur la fortune que j'entends mener à bien ne tarisse les dons qu'elles obtiennent par le biais des défiscalisations. J'entends leur message et je proposerai donc de transférer cette déductibilité à l'impôt sur le revenu sous condition de plafond à hauteur de 75% maximum. Mes amis, nos valeurs ont pour nom la liberté, l'égalité, l'égalité des chances, la fraternité aussi vis-à-vis des plus humbles, les cassés de la vie. Le général de Gaulle disait que sans la fraternité, et je reprends ces mots, la France s'écarterait de sa vocation humaine au milieu de l'humanité. Le combat que j'entreprends avec vous, c'est un combat pour la France. Mais avant d'entreprendre ce combat ensemble, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est la France pour nous, qui allons nous lever pour conquérir le pouvoir. La France pour nous, c'est pas seulement la République. La France pour nous, c'est pas la droite et la gauche. La France pour nous, c'est pas seulement un pays qui représente 1% de la population mondiale. Non, la France pour nous, c'est 16 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. La France pour nous, c'est Vercingétorix, Saint-Louis, Louis XI, Louis XIV, les révolutionnaires de 1789, Bonaparte, Napoléon, la Troisième République, le Front populaire, De Gaulle. La France, c'est une langue magnifique, même avec ses accents circonflexes. La France, c'est une culture qui inspire le monde. La France, c'est un art de vivre qui fait encore rêver. La France, ce n'est pas ceux qui dénigrent son passé, ceux qui veulent faire de la commémoration de Verdun un bal du 14 juillet, ceux qui se résignent à la voir sortir de l'histoire. Être français, pour moi,
c'est se sentir chez soi dans une épopée qui va d'Alésia à Koufra. Une fresque historique où tout s'enchaîne, le Moyen-Âge chrétien, la Renaissance humaniste, la monarchie absolue, la Révolution citoyenne, l'Empire triomphant, les républiques progressistes. La première condition du redressement national est dans le respect de notre passé et dans l'acceptation de notre histoire. La première condition du redressement national est dans la reconnaissance des vrais héros. Et les vrais héros, ce sont les paysans français qui ont construit la puissance nationale. Ce sont les scientifiques et les inventeurs qui lui ont donné les clés de son rayonnement international. C'est l'Église catholique qui a forgé sa conscience. Ce sont les philosophes des Lumières qui en ont fait l'avant-poste du combat pour les libertés individuelles. Ce sont les soldats de l'an 2 qui l'ont défendu contre ses ennemis, ce sont les poilus de Verdun, ce sont les Français libres et ceux de la Résistance, ce sont les aviateurs et les forces spéciales qui se battent aujourd'hui aux côtés des Peshmerga contre l'État islamique, ou ce sont les soldats qui, au Mali et au Sahel, défendent la liberté de l'Europe. Ce sont les ingénieurs et les ouvriers qui ont permis Concorde, Airbus, le TGV, Ariane, le nucléaire, la Renaissance des années 60. Mes amis, c'est pour cette France réconciliée avec son histoire, c'est pour cette France fière de son identité et sûre de son avenir que nous allons nous battre ensemble et qu'ensemble nous allons réussir.